J'espère que vous êtes prêts pour la meilleure soirée de votre vie, parce que là, on va découvrir comment nos ancêtres faisaient la fête. Alors approchez-vous mes saumons fumés. On va remonter dans le temps pour voir à quoi ressemblait la fête au fil des époques. On partira de ce qu'on connaît aujourd'hui jusqu'aux origines les plus anciennes de la fête. Alors vous allez découvrir des fêtes insolites comme les silent parties ou même les gender reveal, mais aussi l'histoire de personnages qui sont devenus des vrais rois ou reines de la nuit. On reviendra aussi sur les fêtes les plus folles et les plus chères de l'histoire, pas comme celle-là, j'ai retiré ça aussi. Et on découvrira aussi les fêtes qui ont parfois fini de manière bien plus sombre. Mais on commence avec des fêtes surprenantes qui se déroulent à notre époque. Mais juste avant de démarrer notre voyage dans l'univers de la fête, je vais vous mettre quand même un petit peu dans l'ambiance. Et pour ça, rien de mieux qu'une boisson signée Oli. Bon, Oli, vous commencez à connaître, hein, c'est une gamme de boissons énergisantes et d'iced tea, mais ils font aussi des boissons super hydratantes et des milkshakes. Alors les boissons proposées par Oli sont sans sucre, riches en vitamines et antioxydants, et avec 100% d'arômes naturels. En fait, ce sont vraiment des alternatives plus saines et healthy au soda super sucré. Même si ça remplace jamais de l'eau qui reste la meilleure des boissons, bien sûr. Et d'ailleurs, pour en revenir au thème de la fête, la gamme Oli Energy accueille maintenant une nouvelle saveur qui s'appelle Barbe à Papa et qui est vraiment insolite. Après, il y a d'autres saveurs un peu plus légendaires qui font leur retour, comme le Bubblegum Butterfly, celui-là, le Frosty Fox, ou même le Woodruff Wolf, qui est lui. Et leurs saveurs ont vraiment été pensées comme un bar à bonbons pour vous plonger un peu plus dans un esprit, on va dire, fête foraine, quoi. Et s'il y a autant de goût, c'est parce que Oli vous invite à célébrer la Black Week. En gros, c'est un peu comme le Black Friday, avec ses super réductions, mais là, sur une semaine entière. Et pour fêter ça, Oli vous régale avec plein de promos et de cadeaux à la clé. Et là, grâce à mon code promo Poisson Fécond 5, vous avez 5 € offerts sur la première commande, et avec Poisson Fécond, vous avez 10% de réduction sur les suivantes. Mais c'est pas tout, puisque à partir de 66 € d'achat, les 100 000 premières commandes se verront offrir un super hoodie Oli comme celui-ci. Et d'ailleurs, encore plus fou, mais il y a un concours qui va vous permettre de gagner une sucette en or d'une valeur de 50 000 € et 3 pièces en or d'une valeur de 10 000 € chacune. Bref, si vous voulez vraiment découvrir les boissons Oli et bénéficier des super offres de la Black Week, vous pouvez checker le lien en description. Que ce soit dans une soirée ou hors soirée, bien entendu. Mais bon, en tout cas, nous, on est parti sur la fête à travers les âges. Clubbing et boulangerie. Bon, là, oubliez les rendez-vous à minuit devant l'entrée d'une boîte pour faire la teuf. En fait, la vraie tendance, c'est d'aller clubber en journée dans une boulangerie. Et c'est pas une blague. En fait, depuis quelques mois, des boulangeries accueillent partout en France des DJ pour mixer pour leurs clients. Et là, on se dit, mais what the fuck? Attends, c'est quoi le lien entre une boulangerie et un DJ? En fait, c'est con, mais les gens se mettent à danser au milieu des croissants et des pains au chocolat. Et d'ailleurs, parmi les DJ, on avait un Dorian Gamon qui a même entrepris de faire un tour de France des boulangeries. Et il se fait d'ailleurs appeler le DJ Baguette. Et lui, il va privilégier plutôt les petites communes parce que ça permet, selon lui, de faire vivre les petits commerçants. Et en moyenne, parce qu'il y a quand même un intérêt, c'est que les boulangeries, elles ont quand même payé pour faire venir ces DJ. Eh bien, elles ont une augmentation de leur chiffre d'affaires de 10% après leur passage. Mais il y a même des DJ beaucoup plus célèbres, comme par exemple Bob Sinclair, qui s'est prêté au jeu. Vous voyez là, du coup, voilà, l'ambiance. C'est spécial, ouais. En fait, il avait participé à l'une des Bakery Sessions, qui étaient des fêtes organisées par DJ à hasard dans des boulangeries. Et bon, même si c'est chaud, ils sont plus là pour faire le buzz, il n'empêche, la tendance de clubber en pleine journée est bien réelle. En fait, de base, elle vient des USA, où il y a pas mal de coffee shops qui attirent des clients avec des coffee parties. Là, les organisateurs de ces matinées festives avancent l'argument que les jeunes générations boivent moins d'alcool et vont donc moins en boîte. Donc, ils tentent de les attirer avec des concepts un peu plus sains, un peu moins chers, et qui peuvent être assez fun aussi. Bon, vous verrez si vous allez clubber du coup en boulangerie. Les gender reveal. Alors, il y a un autre type de fête à la mode. Aujourd'hui, c'est les gender reveal. En fait, c'est un concept qui a été importé des États-Unis et qui consiste à organiser une fête avec tous ses proches pour leur faire découvrir, attention, le sexe du futur bébé. Là, le principe est simple. Faut trouver un moyen original d'annoncer la couleur correspondante au sexe du futur bébé. Si c'est un garçon, c'est bleu, et si c'est une fille, c'est rose. Pas faire compliqué, vraiment, du coup, dans les basiques. Et donc, il y a certains parents qui font leur annonce en coupant une part de gâteau dont le fourrage est coloré, donc bleu ou rose, ou en faisant même exploser un ballon avec de la poudre colorée. Mais bon, petit à petit, les gens ont voulu se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec des gender reveals toujours plus impressionnantes, on va dire. Par exemple, en 2025, le footballeur du PSG, Lucas Hernandez, et sa femme ont loué le Parc des Princes pour leur gender reveal. Et du coup, là, quand le footballeur Lucas a tiré un penalty, eh bien, des fumigènes roses se sont déclenchés au niveau des buts, alors que les écrans géants du stade affichaient « C'est une fille !» au cas où on aurait oublié rose, c'est fille, quoi, tu vois. Non, mais voilà, bon.
Il y a derrière cette fête un aspect marketing et hyper commercial. Qu'est-ce qui est le plus important? Vivre l'événement in vivo ou le montrer sur les réseaux sociaux de manière à se faire de l'autopromotion? C'est un monde de divertissement qui va complètement à rebours avec un moment intimiste, un moment humain. Il n'y a plus de pudeur. Le futur enfant est une chose. Alors parfois, ces fêtes, elles vont beaucoup trop loin et peuvent tourner au drame. Par exemple, en 2018, aux États-Unis, dans l'Arizona, il y a un futur papa qui a causé un feu de forêt en allumant un petit engin contenant de la poudre colorée. Du coup, résultat, 800 pompiers ont été mobilisés pendant une semaine et 19 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Pour le sexe d'un bébé, quoi. Mais c'est pas tout. Quelques années après, au Mexique, un avion qui devait voler à basse altitude pour faire exploser une nuée de poudre rose, il s'est crashé et il a tué le pilote sur le coup. Je sais pas qu'est-ce que ça augure pour le futur bébé, quoi. Silent Party. Alors là, ce que vous voyez, c'est la cathédrale de Canterbury. En fait, c'est l'une des plus anciennes et l'une des plus célèbres églises d'Angleterre. Et elle accueille le chef de l'église anglicane, donc qui est la religion principale du pays. Et justement, figurez-vous que récemment, une grosse teuf qui a réuni 3000 personnes s'est déroulée dans cette cathédrale. Ça a dû être incroyable. Mais bon, en fait, c'était une soirée spéciale années 90 où les gens ont pu danser sur des tubes de Britney Spears, les Spice Girls ou même Eminem. Et puis, ils pouvaient boire de la bière ou alors des cocktails. Bon, vous imaginez bien, ça a pas plu à tout le monde, notamment certains croyants qui ont crié légèrement au blasphème. En tout cas, plus de 1600 personnes ont d'ailleurs signé une pétition en ligne contre l'événement et il y a même un rassemblement qui était prévu devant l'édifice. Sauf que ce qui a permis que cette soirée soit autorisée, c'était parce que c'était une silent party. Et ça, c'est le nom qu'on donne à un nouveau concept qui consiste à faire la fête, mais silencieusement. Voilà, du coup, il n'y a vraiment pas de bruit. Et là, on se dit, mais comment ça? En fait, le principe est simple. Les fêtards portent tous des casques qui sont synchronisés avec la musique d'un ou de plusieurs DJ différents. Et donc, ils peuvent danser sans faire de bruit tout en choisissant le style musical qu'ils préfèrent. J'avoue, je n'ai jamais testé ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Est-ce que c'est pas bizarre? Tu débarques, tu vois des gens. Regardez là, imaginez, il n'y a pas de bruit. Et récemment, il y a même le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ou même l'Hôtel de Ville de Lyon qui ont organisé des silent parties avec 1000 participants chacun. J'avoue, j'aurais pu y participer. Mais bon, en tout cas, le but, c'était de permettre aux habitants de s'amuser dans des lieux insolites et le tout en limitant au maximum les nuisances sonores. Les soirées Projet X. En 2012, vous savez, il y avait un film américain qui était sorti, c'était le Projet X. Et là, le scénario était hyper simple. Des ados un peu losers décident d'organiser la plus grosse soirée de leur lycée pour devenir un peu plus populaire. Sauf que la soirée, elle attire beaucoup plus de gens que prévu et tout part en sucette. Les gens se bourrent la gueule, ils se battent, ils finissent par foutre le feu à la maison. Et à l'époque, le film, il cartonne auprès des ados. C'est d'ailleurs même le film le plus téléchargé illégalement en 2012, avec 9 millions de téléchargements, pour info. Et en tout cas, à Houston, au Texas, un groupe d'amis a voulu organiser une soirée Projet X, en vrai du coup, et l'a filmé pour faire un peu plus le buzz. Et écoutez, ça a un peu marché parce que l'événement a attiré 1000 personnes. Sauf que le problème, c'est que tout le monde était archi mort, ils étaient bourrés, et il y a même certains jeunes qui avaient des armes à feu, et ils se sont mis alors à tirer en l'air, et il y a même une personne qui a été tuée par accident. Là, la maison qui avait été louée pour la fête a été saccagée, et les voitures du quartier vandalisées. Ce qui fait que le coût des dégâts avait été estimé à près de 80 000 $. Et la même année, à Arène, donc une ville aux Pays-Bas, une jeune fille a voulu organiser une soirée d'anniversaire pour ses 16 ans, en postant un événement sur Facebook. Sauf que, au lieu de créer un événement privé, chose qu'on fait de base, elle a créé en public, ce qui fait que tout le monde pouvait le voir. Résultat, il y a eu près de 4000 jeunes qui ont afflué de tous les Pays-Bas pour se rendre à la soirée, pour transformer tout ça en soirée Projet X. Bon, autant vous dire, la police de l'époque a décrit un véritable chaos avec plusieurs dizaines de blessés et même des personnes interpellées. Les Freaks Off. Alors sans doute vous l'avez vu passer, le rappeur P. Diddy a récemment été condamné à 4 ans de prison pour, je cite, transport de personnes à des fins de prostitution. Sachant qu'à la base, le rappeur était soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic. Et du coup, P. Diddy, ou Sean Combs, de son vrai nom, il s'est fait connaître dans les années 90-2000 en enchaînant les tubes en duo avec des grands rappeurs US ou même des chanteuses de R&B. Et bien plus tard, en 2015, sa fortune était estimée à 735 millions $, ce qui faisait alors de lui l'un des rappeurs les mieux payés au monde. Et du coup, à l'époque, P. Diddy devient vraiment un incontournable du show business. Il se met alors à fréquenter les stars de la musique ou même du cinéma de l'époque. C'était un énorme truc. Et d'ailleurs, il est célèbre pour avoir organisé des white parties où tout le monde était habillé du coup en blanc. Et ces white parties attiraient vraiment toutes les stars, des businessmen ou même des politiques. Sauf que le problème, c'est que ces white parties, elles se transformaient parfois en soirées surnommées Freaks Off
ou panique en français. Et du coup, ces secondes soirées-là, elles étaient beaucoup plus extrêmes. Et là, les invités pouvaient avoir des relations pendant des heures avec des travailleurs du hommes comme femmes d'ailleurs. Et le tout était filmé par P. Diddy, sans le dire évidemment, plutôt, qui fournissait également de la drogue à tout ce beau monde en grande quantité. Et justement, c'est là que des dérives auraient eu lieu. En fait, à un moment, 4 femmes ont fini par porter plainte pour et agression contre P. Diddy en 2024. Et forcément, là, les stars qui participaient aux soirées de P. Diddy se sont alors, elles aussi, retrouvées dans la sauce. Bref, ça avait fait grand bruit, vraiment, on imaginait énormément de noms qui pouvaient être impliqués dans ce genre de soirée. Mais bon, quittons maintenant les soirées insolites ou même glauques de l'époque actuelle, et là remontons dans les fêtes qui ont marqué notre jeunesse. Le Burning Man. Alors, le Burning Man, c'est sûrement l'un des plus célèbres festivals au monde. Et lui, il se déroule chaque année, il est toujours actuel, en plein milieu du désert du Nevada, et il attire environ 70 000 participants pendant une dizaine de jours. C'est vraiment une petite ville qui se crée, quoi. Vous voyez là, du coup, c'est assez impressionnant, tout est en forme de cercle et tout. D'ailleurs, ce festival, il remonte à 1986, là où il a été créé par 2 hippies. Voilà, il y avait Larry Harvey et Jerry James. Et du coup, en 86, ils ont construit un petit bonhomme en bois sur une plage de San Francisco, et ils y ont foutu le feu. Là, plein de hippies se pressent alors autour du feu pour danser, et c'est comme ça que la tradition est née, et elle s'est répétée chaque année. Sauf que au bout d'un moment, ils finissent par se faire virer de la plage par la police. Et là, nos 2 compères, Larry et Jerry, on dirait un dessin animé, ils décident d'organiser leur événement dans le désert de Black Rock, dans le Nevada. Et du coup, quelques années plus tard, le nombre de participants augmente pour atteindre finalement plusieurs milliers à chaque fois qu'il a lieu. Là, les festivaliers sont surnommés alors les Burners, et certains sont même déguisés, et d'autres sont même à poil carrément. Sachant que tout ce beau monde séjourne dans des milliers de tentes et de camping-cars décorés. Parce que l'esprit quand même du festival, c'est la liberté et la bienveillance, et tout échange d'argent est strictement interdit. Et il y a des performances artistiques, ou même des fêtes complètement barrées qui sont organisées dans un esprit assez roots, quoi. Mais depuis quelques années, faut le dire, en fait, on est passé de l'esprit un peu hippie, vous voyez, à un événement vraiment hype et qui attire même des millionnaires ou même des soirées de luxe. En plus de ça, les billets d'entrée, parce qu'on peut pas y aller n'importe comment, ils sont devenus super chers, et certains critiquent même la pollution générée par toutes les voitures qui se rendent au festival et qui de base étaient censées être écolo. Cependant, ça donne quand même vachement envie d'y aller. Anniversaire mythique. Alors vous connaissez sans doute Ibiza avec ses boîtes de nuit, qui en font d'ailleurs l'une des capitales internationales de la fête. Mais c'est aussi là qu'a eu lieu l'un des anniversaires les plus mythiques de l'histoire d'Ibiza. Et en fait, c'est celui du chanteur du groupe Queen, donc Freddie Mercury, qui l'a organisé pour ses 41 ans, en 1987. En fait, l'anniversaire a été organisé au Pikes Hotel, qui est un hôtel qui a attiré pas mal de stars de l'époque, et qui appartenait du coup à Tony Pikes, qui était un grand ami de Freddie. Et du coup, Freddie et Tony passaient de nombreuses soirées à faire la fête, tout en sniffant de la plus sympa. Le mix des deux apparemment, pas du tout. En tout cas, ils ont fait les trucs en grand parce qu'il y a eu 700 invités. Et dans le lot, on pouvait trouver Bon Jovi, Naomi Campbell, Kylie Minogue, Jean-Claude Van Damme, pas mal de gens, quoi. Et son anniversaire a duré pendant 3 jours, pendant lesquels 350 bouteilles de champagne ont été servies, un gâteau en forme de la cathédrale Sagrada Familia de Barcelone a été réalisé, et même un feu d'artifice visible depuis l'île voisine de Majorque a été tiré. L'argent n'était pas un problème. Freddie avait trouvé refuge dans mon hôtel et voulait une fête inoubliable. Quand je lui ai demandé quel était le budget, il a ri et il m'a répondu qu'il n'y en avait pas. On pouvait geler la piscine et faire patiner des éléphants si on voulait. Il voulait juste que ce soit sauvage. Mais cela dit, cette anecdote cache quand même un truc assez triste, parce que à cette époque, Freddie Mercury venait d'apprendre qu'il était atteint du sida. Si bien que 3 ans après, alors qu'il se savait mourant, Freddie Mercury serait venu rendre visite à son ami, Tony Pikes donc, pour faire la fête avec lui. Et comme Freddie voulait que Tony lui fournisse de la Tony est allé voir son ami, chef de la police, pour lui demander de fermer les yeux. Et du coup, le chef de la police, donc était un grand fan de Queen, il a décidé de laisser Tony faire sans l'arrêter. Le slow. Alors là, il faut que je vous parle d'une danse qui a marqué plusieurs générations d'ados. C'était le slow. Alors pour ceux qui savent pas, en fait, c'est une danse qui se danse à 2 et de préférence avec son crush sur une musique lente et romantique. Sachant qu'elle a connu son heure de gloire dans les années 60 à 80. Et là, c'était assez classique. Dès que la musique des slow commençait, les garçons devaient inviter les filles à danser. Et les deux pouvaient alors s'enlacer pour danser de manière plus ou moins sensuelle. Et parfois, ça se terminait même avec un petit bisou sur la bouche. En tout cas, s'il y a bien un slow qui a marqué toute une génération, c'est celui que dansent Sophie Marceau et Alexandre Sterling dans le film culte La Boum. Et c'est surtout la musique utilisée pour cette scène qui est devenue la musique évidemment de référence pour danser le slow à cette époque. Et il s'agit du tube Reality de Richard Anderson.
Les musiciens avec qui je travaillais sur d'autres projets me disaient « mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Moi je m'en foutais, ce que je voulais c'était partager une émotion avec les gens. La Boum est un film sur l'amour avec un grand A. Or l'amour, pour la vie, c'est ce dont tout le monde rêve. Il a remis le slow au goût du jour, même dans les boîtes. Tout le monde dansait dessus. Et du coup c'est con, mais cette chanson a tellement servi de musique pour les slows qu'elle s'est classée numéro 1 en France et en Europe juste après la sortie du film. Michou. Alors là, on va parler de Michou. Bien sûr, c'est pas le youtubeur, mais bien lui. Alors Michou, plutôt de son vrai nom Michel Cathy, c'était le propriétaire du célèbre cabaret Chez Michou, qui était situé à Montmartre. Et il était connu surtout pour son style vestimentaire assez extravagant, quoi. En fait, il était toujours habillé tout en bleu, et même tous les objets chez lui étaient bleus. Voilà, c'est particulier. Mais bon, au départ, Michou, il était parti de rien. En fait, il débarque à Paris à l'âge de 25 ans, sans argent, et il enchaîne les petits boulots. Puis, il commence à faire des spectacles dans une boîte de nuit en se déguisant en femme. Et déjà, quand il était petit, il s'amusait à improviser des spectacles en étant vêtu des vieux rideaux de sa grand-mère. On fait avec ce qu'on a. Bref, il parvient quand même à créer son propre cabaret dans les années 60. Et avec 2 amis à lui, il décide de créer un spectacle où il se déguise en star de l'époque, comme Brigitte Bardot, France Gall ou même Juliette Gréco. Et à l'époque, le transformisme, donc le fait de se déguiser en femme, c'est un peu tabou. Pourtant, le concept, il cartonne et le cabaret, ça devient peu à peu le lieu incontournable pour la fête à Paris, dans les années 70-80, vous voyez. Ce qui fait que les stars du monde entier, elles viennent dîner en assistant au spectacle des Michettes, qui était le nom donné aux transformistes. Et alors, ce cher Michou devient la star de Montmartre. Et il se met même à signer des autographes aux touristes de passage dans le quartier. Et bref, le temps passe et en 2005, Michou finit par être fait chevalier de la Légion d'honneur. Et il meurt 15 ans plus tard, en 2020, en ayant démocratisé l'art du transformisme, qui connaît d'ailleurs un petit revival de nos jours avec Drag Race, par exemple. Marcel Campion. Alors, on ne peut pas parler de fêtes sans évoquer les fêtes foraines. Et on peut pas non plus parler de fêtes foraines sans parler de celui qui est surnommé le roi des forains, un certain Marcel Campion. Et lui, il s'est fait connaître dans les années 60 pour un concept tout simple, proposer aux municipalités d'installer des fêtes foraines itinérantes pour dynamiser leur centre-ville. Mais il est surtout connu pour avoir été président de l'organisation de la Foire du Trône, qui est, vous savez, l'une des plus anciennes et célèbres fêtes foraines de France. Mais ce qui fait que Marcel Campion est aussi connu, en fait, c'est surtout pour son petit côté sulfureux. Bon, en gros, quand une ville refuse que l'une de ses fêtes foraines s'y installe, le gars il est pas content et il appelle alors tous ses copains forains, il s'installe de force. Voilà. Et en 1963, quand la mairie de Paris, elle a un peu marre, elle décide que la Foire du Trône, ça aille à Créteil. Et là, notre cher Marcel, il a pas envie. Et il se dit non, c'est trop loin du centre. Il fait alors pression avec ses amis forains et il obtient qu'elle soit installée au Bois de Vincennes, qui est un coin un peu plus attractif, quoi. Et en 1987, il y a un nouveau parc d'attractions appelé Mirapolis qui sera inauguré. Là, Marcel, il y voit une concurrence déloyale. On va lui voler des clients et tout, il a pas envie. Et donc, à l'aide de 200 forains, il va saccager le parc avec des barres de fer. C'est une autre mentalité, quoi. Il va aussi distribuer des faux billets d'entrée à 1500 personnes pour perturber l'inauguration. Et enfin, il va placer des clous sur le parking pour créer un bordel monstrueux. Et à un moment, on l'a interrogé quand même sur ses méthodes. Et il a dit, je suis pas un fraudeur, je suis pas un gangster, j'ai juste permis à des milliers de forains de continuer à vivre. Bon, voilà, j'imagine que même les pires personnes ont toujours une bonne explication pour faire ce qu'ils font, quoi. Bon, en tout cas, quant à nous, on va continuer à remonter dans le temps, et cette fois-ci à une période qui va bien au-delà des souvenirs de vos parents, ou même de vos grands-parents. Les fêtes de Bayonne. Alors vous savez, de nos jours, les fêtes de Bayonne, qui sont dans le sud-ouest de la France, c'est parmi les plus fréquentées du pays. Sachant que chaque année, elles attirent près de 1 million de participants pendant 5 nuits. Sachant que les bars et même les rues de la ville sont pris d'assaut par les gens qui sont habillés de l'habit traditionnel des fêtes de Bayonne, c'est-à-dire une tenue blanche accompagnée d'un foulard et même d'une ceinture rouge. Les gens font aussi la danse traditionnelle du paquito. En fait, le paquito, c'est des gens qui sont assis en file, qui doivent faire avancer une personne en la portant du bout des bras. Un peu comme, vous savez, les chanteurs qui se jettent dans le public lors d'un concert. Mais le plus drôle là-dedans, c'est que, à la base, il s'agit d'une petite fête locale inventée en 1932. Tout part d'une bande de copains, qui sont joueurs de rugby de l'Aviron bayonnais, qui ont assisté aux fêtes de San Fermines, qui se déroulent dans la ville de Pampelune, en Espagne. Et ils sont impressionnés par la ferveur qui règne dans ces fêtes, qui vont mêler des célébrations religieuses et même des courses de taureaux dans toute la ville. Sachant qu'au passage, les San Fermines, ce sont les 3e fêtes les plus importantes du monde en termes de participants. Bref, là, la bande d'amis de Bayonne décide alors de s'inspirer de ces fêtes pour créer la première fête de Bayonne. Ils vont alors adapter la fête pour mettre en avant les traditions locales avec des concours de pelote basque. Mais aussi, il y a des courses de vachettes dans les rues ou même un défilé de chars décorés de fleurs. Et du coup, chaque année, pour lancer la fête, une marionnette appelée le Roi Léon lance symboliquement les clés de la ville depuis le balcon de la mairie. Joséphine Baker.
Alors, les années folles, vous savez, c'était le surnom qui a été donné à la période entre les deux guerres mondiales. C'était une petite période, quoi. En fait, c'est une sorte de parenthèse faite de fêtes, d'innovations artistiques ou même de progrès sociaux qui permettent aux gens d'oublier un petit peu les horreurs de la guerre précédente et sans savoir qu'une autre est en train de se préparer. Et du coup, l'une des icônes de cette période, c'est Joséphine Baker, qui est une danseuse noire américaine qui a décidé de quitter son pays pour la France. Un jour, j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noire. C'était un pays réservé aux blancs. Il n'y avait pas de place pour les noirs. J'étouffais aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous sommes partis. Pas parce que nous le voulions, mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça. Je me suis sentie libérée à Paris. Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Et elle se fait alors connaître par un spectacle appelé La Danse Sauvage, et puis un autre qui s'appelle La Refunée, où elle danse le Charleston quasiment toute nue, en portant uniquement une ceinture de banane. C'est une autre ambiance. En tout cas, même si elle était réticente au départ, elle accepte de se conformer aux clichés racistes de l'époque. Et du coup, Joséphine Baker devient vraiment une star des cabarets. C'est d'ailleurs même l'artiste la mieux payée d'Europe à cette période. Mais encore plus fou, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui finit par avoir lieu, elle s'engage dans la résistance et elle devient même espionne pour l'armée française. Finalement, la guerre se termine, les années passent et dans les années 60, elle milite pour les droits civiques des Afro-Américains et elle accompagne Martin Luther King lors de son fameux discours I Have a Dream. Et enfin, pour finir, après sa mort en 75, ses restes sont transférés au Panthéon en 2021. Et ça fera alors d'elle la première femme noire à recevoir cet honneur. Gatsby le Magnifique. Alors faisons une petite expérience. Ouvrez votre appli de messagerie, genre WhatsApp, Messenger, et dans la partie pour insérer un GIF, tapez Cheers. Et vous allez alors tomber sur l'image de Leonardo DiCaprio qui trinque avec une coupe de champagne et des feux d'artifice derrière lui. Cette image, elle est tirée du film Gatsby le Magnifique, qui, avant d'être un film, c'est surtout un roman de Francis Scott Fitzgerald, qui a été publié il y a un moment, aujourd'hui il y a 100 ans. Et ce roman, il raconte l'histoire d'un certain Gatsby, donc un jeune millionnaire mystérieux qui vit dans une gigantesque villa à Long Island, près de New York. Et le personnage de Gatsby, il passe son temps à organiser des fêtes grandioses avec des centaines d'invités. Mais le problème, c'est que personne ne le connaît vraiment. En fait, il reste super mystérieux, il se tient à l'écart pendant les soirées. On sait pas trop qui c'est. Parce qu'en réalité, il est issu d'une famille très pauvre et il veut cacher son passé de criminel car il doit sa fortune à la contrebande d'alcool. Désolé, je vous ai un petit peu spoilé le scénario. En tout cas, figurez-vous que pour créer le personnage de Gatsby, l'auteur, il s'est inspiré tout simplement de son ami, un certain Max Gerlach. Et Gerlach, il possédait plusieurs bars clandestins à New York où il organisait des grosses soirées réservées aux personnes les plus riches de la ville. Et pour justifier sa fortune, Gerlach prétendait avoir réussi dans les affaires après avoir étudié à la prestigieuse université d'Oxford. Et il disait même qu'il était issu de la famille de l'empereur Guillaume II de Prusse. Mais comme pour Gatsby, c'était du pur bullshit pour cacher son passé de criminel. Et du coup, Gerlach a d'ailleurs fini sa vie seul, ruiné et aveugle après avoir tenté de se suicider. Joyeux anniversaire. Yes, ça c'est une ambiance. Vous connaissez tous cette chanson, mais en vrai, qui l'a inventée? C'est clairement pas moi. En fait, la mélodie, elle a été inventée en 1893 par Mildred et Patty Hill, qui sont deux sœurs du Kentucky aux États-Unis. Mais à la base, cette chanson, elle a rien à voir avec les anniversaires. En fait, le refrain dit « Good morning to all », donc bonjour à tous, au lieu du fameux « Happy birthday to you ». En fait, les deux sœurs, c'était des éducatrices dans une école maternelle américaine. Et leur chanson a été publiée par la suite dans un recueil de chansons pour les écoles des États-Unis. Et petit à petit, à partir de 1910, certains professeurs vont changer les paroles pour souhaiter les anniversaires des enfants. Et la chanson devient alors si populaire que toutes les familles se mettent à l'utiliser. Et là, vous allez me dire, mais du coup, ils chantaient quoi avant pour les anniversaires? Du coup, faut savoir que le fait de fêter les anniversaires avec un gâteau, souffler les bougies, une chanson, c'est assez récent pour l'époque. En fait, c'est apparu vers la seconde moitié du 19e siècle. Et souvent, c'était dans des familles qui étaient riches. Quoi qu'il en soit, la fameuse chanson Happy Birthday, elle a été largement diffusée à la radio et même à la télé et au cinéma. Et à un moment, le label de musique Warner Chappell, il rachète les droits en 1988 et ils ont bien fait puisque ça leur rapporte alors 2 millions de dollars par an en droits d'auteur. En démentiel, quoi. Après, combien ça leur a coûté de le racheter, ça je sais pas. Mais en tout cas, en 2016, là, il y a la justice qui a estimé que la chanson devait quand même retomber dans le domaine public, parce qu'à un moment, c'est bon, ça appartient à tout le monde, arrêtez de gagner de la thune là-dessus, en gros. Et donc, à partir de là, il n'y a plus moyen de se faire du fric sur l'une des chansons les plus populaires au monde. Le carnaval de Rio.
Alors vous savez, le carnaval de Rio, c'est le carnaval le plus célèbre du monde avec celui de Venise. Il est quand même connu pour ses défilés avec des danseuses de samba, avec des costumes multicolores, et il attire en moyenne 2,5 millions de participants. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il trouve son origine au 19e siècle, dans 2 traditions différentes. En fait, la première s'appelle Entrudos, c'est en fait une tradition qui avait lieu pendant la période du carême catholique. En gros, les descendants d'esclaves se promenaient dans les rues en s'aspergeant les uns les autres d'eau parfumée, tout en se déguisant en riches blancs, pour inverser symboliquement les rôles. Alors, juste pendant le carnaval, quoi. Après, ils retournaient à leur place. Mais bon, du coup, cette tradition, elle a fini par être interdite par les autorités. Et du coup, pendant ce temps, chez les bourgeois, qui descendaient des colons portugais, le carême, il était fêté avec des bals costumés où on dansait la valse et puis la polka. Et en réalité, les élites brésiliennes se sont inspirées du carnaval de Paris, qui était très célèbre pour l'époque. Et du coup, comme les rues ont été débarrassées des entrudos, donc les fameuses fêtes des esclaves, les riches familles se sont alors mises à organiser des défilés déguisés à côté de leurs voitures à chevaux décorés. Mais des décennies plus tard, la samba fait son apparition auprès des classes populaires. C'est un petit peu la revanche du peuple. Sachant que la samba, c'est une musique et une danse inspirée de rythmes africains et accompagnée avec des percussions appelées batucada. Et au fil du temps, les 2 traditions se mélangent pour former, dès les années 1950, le carnaval de Rio qu'on connaît, avec ses grands chars décorés et ses défilés d'écoles de samba. Mais il est temps de continuer notre voyage encore plus dans le temps, vers des fêtes qui ont marqué l'histoire dans un passé qu'on a complètement oublié. L'Oktoberfest. Bon, les amateurs de bière vont kiffer. Parce que là, je vais parler de l'Oktoberfest, qui est donc la plus grande fête de la bière du monde et qui a lieu chaque automne à Munich, en Allemagne. Sachant que chaque année, cette fête, elle attire presque 7 millions de personnes. Et en moyenne, plus de 6 millions de litres de bière sont engloutis lors de chaque édition. En fait, cette fête, elle tient son origine du mariage entre le prince héritier Louis Ier de Bavière et la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen en 1810. C'était il y a perpète. Ce mariage, il va durer 5 jours. Il est censé marquer les liens entre ces 2 régions de l'Allemagne actuelle. Vous savez, à l'époque, les mariages, c'est très utilisé pour réunir des endroits, des rois différents et tout. Bref, dans ce cadre, une course de chevaux est organisée et ouverte à tous les habitants de Munich. Et comme les repas et l'alcool sont servis gratuitement, des milliers de Munichois se ruent pour participer à la fête, si on peut picoler gratuitement, quoi. Bref, les années qui suivent le mariage, la tradition des courses hippiques et puis des grands repas est maintenue. Là, les brasseurs de bière du coin installent des grandes tentes appelées Bierzelt pour servir des bières à tous les participants. Et dans les années 1930, les courses de chevaux disparaissent et sont remplacées par des manèges et une grande fête foraine. Puis 2 décennies après, la fête se met à attirer les touristes étrangers et à devenir un événement international. Et enfin, dans les années 2000, pour rappeler l'origine de la fête, les participants se sont mis à porter des habits traditionnels. Ce qui fait que les hommes se mettent à porter un short à bretelles et les femmes une robe avec un corset et un tablier. Louis XIV, roi des clubbers. Faut le savoir, mais Louis XIV, c'était sans doute le roi de la fête. Alors un roi, mais aussi le roi de la fête au XVIIe siècle. Parce qu'en effet, durant tout son règne, qui a été très long, il a donné beaucoup de fêtes, notamment au sein du château de Versailles. En fait, la cour du roi était souvent invitée à participer à des spectacles grandioses, des bals costumés, des reconstitutions historiques, ou même des festins ultra luxueux. Et le roi lui-même se mettait en scène dans des spectacles de danse, et dont la musique était signée par son célèbre compositeur Lully. Et parmi les fêtes d'ailleurs les plus marquantes de son règne, il y a sûrement celle qui s'est déroulée à Versailles durant l'été 1674. Parce que après avoir conquis la Franche-Comté, Louis XIV décide d'organiser 5 jours de fête grandioses à Versailles. Là, les pièces de théâtre, les bals et même les promenades au flambeau se succèdent dans les jardins du château. Un gigantesque dîner est même donné sur les marges des fontaines avec 120 corbeilles de pâtisserie et même de confiture, 400 coupes de glace et 1000 carafes de liqueur. C'était beaucoup en gros. Et pour le dernier soir, un gigantesque feu d'artifice a été tiré au-dessus du grand canal qui venait tout juste d'être construit. 5000 fusées s'élevèrent en l'air et composèrent un dôme de lumière qui couvrit toute la tête du canal, sur lequel on vit tomber en forme de grosse pluie une infinité d'étoiles. On laissa aussi embraser les 7 grands bateaux d'où étaient tirées les fusées. Cet embrasement fut encore un nouveau spectacle qui surprit ceux qui ne s'y attendaient pas, et qui fit paraître davantage la grandeur et la magnificence du divertissement. En fait, faut vous le dire, mais lors de ces fêtes, tout était réuni pour montrer la puissance de Louis XIV, et les feux d'artifice venaient donc rappeler son surnom de Roi Soleil. Le camp du drap d'or.
Et si je vous disais que la fête la plus chère de l'histoire, eh bien elle a eu lieu au XVIe siècle. En fait, il s'agit d'un événement qui porte le nom du camp du Drap d'Or, qui a eu lieu en 1520. Bon, en fait, à l'époque, le roi Charles Quint d'Espagne vient de récupérer le trône du Saint-Empire romain germanique, qui domine donc une bonne partie de l'Europe. C'était un bon lot, quoi. Et là, le roi de France, donc François Ier, et Henri VIII, le roi d'Angleterre, décident alors de s'allier pour ne pas se faire bouffer par la puissance de Charles Quint. François Ier décide donc d'organiser une rencontre diplomatique au niveau d'un lieu nommé Val d'Orée, près de Calais en fait, dans le nord de la France, avec le roi d'Angleterre, donc chacun faisait un petit bout de chemin et ils sont réunis au milieu en gros. Sauf que vous voyez, chacun des deux rois, il veut impressionner l'autre, il veut montrer que voilà, il pèse un peu quoi. Ce qui fait qu'avant l'événement, pendant plusieurs mois, eh bien chaque roi va faire construire un immense camp éphémère avec des tentes et tout ça pour accueillir près de 6000 invités. Et du côté des Français, on va avoir 400 pavillons, donc qui sont des sortes de tentes mais cousues avec du fil d'or et de la soie. Sachant que pour info, le pavillon du roi François Ier, pour montrer qu'il pèse, il va mesurer 36 mètres de haut et il sera recouvert de plus d'une centaine de mètres de drap cousu avec du fil d'or. Et le roi Henri VIII, quant à lui, pour montrer que voilà, faut pas non plus déconner, il va faire un palais de verre de 100 mètres carrés avec des vitraux en guise de décoration. Tout ça est éphémère, je le rappelle. Et quant aux invités, pour la majorité ce seront des nobles, ils se ruineront lors de cette fête pour s'acheter les plus beaux costumes. Et ce qui fait qu'en fait, toutes les dépenses mises bout à bout fait que cette rencontre sera considérée comme la fête la plus chère de l'histoire, qui aura coûté l'équivalent de 36 millions d'euros actuels. Et le pire dans cette histoire, c'est que, Henri VIII a finalement décidé 20 jours après cette fête de s'allier avec Charles Quint. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Midsommar. Alors bon, je pense que si vous avez été traumatisé par le film d'horreur Midsommar, cette anecdote est pour vous. Parce que dans le film, si vous l'avez vu, qui était quand même vraiment très cool, il y a une bande d'amis qui se rendent en Suède, au sein d'une communauté quand même plutôt isolée, pour participer à un festival païen appelé Midsommar. Mais très vite, on s'aperçoit que cette communauté, où tous les gens sont habillés en blanc, c'est une sorte de secte qui pratique des rituels étranges et surtout des sacrifices humains. Bien justement, figurez-vous qu'en vrai, Midsommar, c'est une vraie fête, mais par contre qui est super positive, je le dis, et elle est très célébrée en Suède. Et de base, en fait, elle tient son origine du Moyen-Âge scandinave et elle se déroule chaque année en juin pour célébrer le solstice d'été. En fait, à l'époque, les villageois avaient l'habitude de célébrer l'arrivée de l'été en dressant un mât en bois sur la place du village et en le recouvrant de fleurs. Pour l'instant, ça ressemble un peu au film, effectivement. Les femmes portaient également des couronnes de fleurs qui étaient le symbole de fertilité et de renaissance de la nature. En fait, pour eux, c'était une période magique et mystérieuse durant laquelle les plantes avaient le pouvoir de guérison et étaient utilisées pour prédire l'avenir. Et la légende dit que se rouler tout nu dans la rosée sur l'herbe vous assurait de la force et une bonne santé. Du coup, bénéf quoi. Et enfin, les jeunes femmes qui ramassaient 7 fleurs différentes et les plaçaient sous leurs oreillers étaient assurées de se trouver un mari. Alors bon, de nos jours, Midsommar, c'est plutôt fêté entre amis, à la campagne, en mangeant des pommes de terre et puis des harengs. Un peu plus chill quoi. Donc rien à voir encore une fois avec les rituels chelous et les sacrifices humains, je crois. Les feux d'artifice. Alors que ce soit pour fêter le nouvel an ou même une fête nationale, les feux d'artifice sont l'un des grands classiques des grandes célébrations. Sauf qu'à la base, ils ne servaient pas du tout à faire la fête. Parce qu'en réalité, le premier feu d'artifice aurait été inventé par un moine chinois appelé Li Tian au 9e siècle. Et lui, il cherchait en fait à chasser les mauvais esprits et du coup, il aurait fabriqué une poudre avec du miel séché et des minéraux naturels comme du bitume, du salpêtre ou même du soufre. Et Li Tian, il avait remarqué que ce mélange, il explosait au contact du feu. Et donc là, il s'est dit, waouh, il y a un bon moyen pour faire fuir les mauvais esprits avec ça. C'était toujours très spirituel. Et du coup, pour éviter de foutre le feu partout, il a eu l'idée de mettre la poudre dans des tiges de bambou qui vont constituer donc les premiers pétards. Et au fil des siècles, l'invention de Li Tian, elle est récupérée par les empereurs chinois qui lui trouvent une utilisation un petit peu plus intéressante pour la guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Avant d'avoir les canons et compagnie, les archers se mettent alors à accrocher des feux d'artifice à leurs flèches pour les propulser plus loin et surtout créer des explosions qui terrorisent les ennemis. C'est vraiment le début des flèches explosives, comme dans Zelda. Il faudra alors attendre le XIIIe siècle pour que l'explorateur italien Marco Polo ramène la poudre noire chinoise en Europe. Là, les Européens, ils vont alors l'utiliser pour fabriquer les ancêtres des canons, mais aussi pour créer des spectacles lumineux. L'un n'empêche pas l'autre, quoi. On défonce des gens et on célèbre tout ça, quoi. D'ailleurs, petit fun fact, mais Liuyang, qui est la ville chinoise dont est originaire Li Tian, elle est encore de nos jours la capitale internationale des feux d'artifice. Sachant qu'elle compte quand même 1 millier d'usines qui embauchent un tiers de la population pour fabriquer des feux d'artifice. Mais il est temps pour nous de remonter au fin fond de l'histoire de l'humanité pour aller vers les origines les plus anciennes de la fête. Les Lupercales. Il faut que j'aborde avec vous l'ancêtre
assez chelou de la Saint-Valentin. Parce qu'en fait, pendant l'Antiquité romaine, donc entre moins 700 et moins 300 avant JC, eh bien des fêtes nommées les Lupercales étaient organisées à Rome du 13 au 15 février. Saison un peu froide donc. Et là, des jeunes hommes se réunissaient au niveau de la grotte du Lupercal. Sachant que cette grotte, c'était un endroit assez légendaire où aurait vécu la louve qui aurait élevé les jumeaux Rémus et Romulus, qui étaient les fondateurs de Rome. Bon, en tout cas, pour revenir à cette fête, eh bien les jeunes hommes sacrifiaient des chèvres, puis ils découpaient leur peau en lanières, ils se foutaient à poil pour se couvrir d'une simple peau de bouc. Puis, c'est là où ça devient encore plus bizarre, ils se mettaient à courir comme des dingues dans les rues de Rome en fouettant toutes les jeunes filles qu'ils croisaient avec leurs lanières de cuir de chèvre. Belle période. Bon, le but, c'était, selon une ancienne croyance, de rendre les femmes un peu plus fertiles, en les fouettant, du coup, naturellement. Donc, quelques décennies plus tard, toujours dans l'Antiquité, donc, une légende raconte que l'empereur Claude II décida d'interdire aux soldats de se marier pour qu'ils puissent se concentrer un peu plus sur la guerre, pour pas qu'ils soient dispersés. Mais un prêtre chrétien nommé Valentin organisait quand même des mariages clandestins pour les soldats. L'amour, c'est plus fort que tout ça. Cependant, eh bien, ce prêtre Valentin a fini par être dénoncé et condamné à mort un 14 février. C'est là que ça devient intéressant. Et en 494, le pape Gélase, c'est un vrai pape, du coup, j'ai pas inventé, eh bien, en hommage au martyr Valentin, il décida de remplacer les Lupercales par une fête dédiée à ce prêtre. Et petit à petit, au fur et à mesure des siècles, la légende de la Saint-Valentin va finir par disparaître et être oubliée, avant de ressurgir et de renaître au Moyen-Âge en Angleterre, dans les poèmes d'un certain Othon de Grandson, qui a alors popularisé cette date, le 14 février, comme étant la fête des amoureux. Samhain. Est-ce que vous saviez que la fête d'Halloween, eh bien, elle est pas si récente que ça. En fait, selon certains, elle daterait de moins 2500. En fait, pour être plus précis, elle serait même basée en partie sur une fête celte datant de l'Antiquité et qui était déjà présente en Irlande. En fait, au départ, les anciens peuples celtes qui vivaient là-bas, ils fêtaient le passage de l'automne à l'hiver pendant une fête nommée Samhain. Et cette fête, elle est célébrée durant 3 jours à partir du 31 octobre. Et selon les croyances, cette période de l'année correspondait à un moment où le monde des morts et des humains, des vivants donc, se rejoignaient, avec le froid et les nuits qui tombaient quand même plus tôt. On est d'accord. Et en fait, pendant cette fête, eh bien, les druides, qui sont les anciens prêtres celtes, ils allumaient un feu dans lequel les os de sacrifices d'animaux étaient balancés. Là, les gens utilisaient alors ce feu pour allumer des torches qu'ils utilisaient pour allumer ensuite leur cheminée. La coutume contemporaine, consistant à placer des bougies allumées dans des citrouilles, perpétue la tradition de faire de même avec une betterave sucrière ou un navet, les citrouilles n'étant pas originaires d'Irlande. Pendant Samhain, les gens laissaient leurs portes ouvertes et de la nourriture à l'extérieur pour leurs proches décédés qui pourraient revenir à la maison ce soir-là. Certains ont suggéré que cette coutume visait à éclairer le chemin des âmes des morts qui reviennent. Et en fait, certains historiens disent que la fête comprenait aussi des danses et même aussi le port de costumes qui étaient faits de peaux d'animaux et peut-être même aussi de têtes d'animaux. Mais il faudra quand même attendre le 5e siècle de notre ère pour que l'Irlande soit convertie progressivement au catholicisme. Et pour convertir les Celtes, eh bien l'Église catholique va organiser la fête de la Toussaint, donc en hommage aux morts, en même temps que celle de Samhain. Sauf qu'à l'époque, en anglais, en fait, la veillée qui précède la Toussaint, ça se dit All Hallows Eve, ce qui a donné du coup plus tard Halloween. Holi. Alors je sais pas, peut-être que vous avez déjà vu des images de cette fête indienne, vous savez, qu'on appelle Holi. Et en fait, durant cette fête, des milliers de personnes se balancent des poudres et de l'eau de toutes les couleurs et ils finissent alors comme des arcs-en-ciel vivants. Donc on est d'accord, ça n'a aucun rapport avec Holi, donc notre sponsor. Même si dans les deux cas, il y a une histoire quand même de poudre et de couleurs, mine de rien. Bref, cette fête, elle trouve son origine dans une légende de la mythologie hindoue. Et du coup, Holi, ça vient de Holika, qui est le nom d'une démone, fille d'un roi maléfique. Et le fils de ce roi, qui est donc le frère d'Holika, eh bien lui, il croyait en le dieu Vishnu, malgré l'interdiction de son père. Le père décide donc de placer sur le bûcher Holika, qui ne croyait pas en Vishnu, ainsi que son frère, avant d'y mettre le feu. Et il n'y a pas de bonne fin, du coup en fait Holika meurt dans les flammes, mais pas son frère. Et il se trouve que la fête Holi, eh bien elle symbolise cette victoire du bien contre le mal. Mais alors, pourquoi les couleurs? Quel rapport avec les flammes? Eh bien tout simplement parce qu'une autre légende dit que Krishna, qui est l'une des incarnations du dieu Vishnu, a été maudit par un démon, qui lui a donné la peau bleue. Et comme il avait peur de ne plus plaire à sa femme, en étant coloré comme un avis, eh bien sa mère lui dit, pour rire, qu'il n'avait qu'à peindre le visage de sa femme pour régler le problème. Ils sont simples, quoi. Et c'est donc pour rendre hommage à cette légende que les hindous utilisent donc ces fameuses poudres colorées lors du Holi. Et d'ailleurs, chaque couleur a sa signification. Le rouge représente la pureté, le vert la vitalité, le bleu le calme et le jaune la piété. Les couronnes anti-gueule de bois.
Ça nous est sans doute à pas mal déjà arrivé d'être en gueule de bois un lendemain de fête. Ah, le bad, je suis en pleine redescente, ça va pas du tout. C'est pas grave, faut pas que ce soit trop souvent, à un moment ça c'est pas bon. Voilà, bon. En tout cas, on a soif, on est fatigué et surtout on a un sacré mal de crâne. Eh bien, figurez-vous que sous l'Antiquité, eh bien les Égyptiens avaient déjà trouvé un remède insolite contre la gueule de bois. Et ce remède, il a été inscrit dans un ensemble de papyrus médicaux qui ont été découverts dans la ville d'Oxyrhynque. Et en effet, un passage est consacré au mal de tête dû à la consommation de vin. Et la solution est donc la suivante, il suffit de porter une couronne végétale le lendemain de la fête et la douleur disparaîtra. Du coup, cette couronne, qui peut aussi se porter en collier, eh bien elle est composée de feuilles de laurier d'Alexandrie. Sachant que ce truc-là, c'est un petit arbuste avec un feuillage vert et des baies rouges toxiques si on les bouffe. Mais par contre, ses bienfaits sont intéressants puisque c'était déjà une plante utilisée pour soigner d'autres maladies comme les brûlures d'estomac ou même les coliques. Et du coup, selon les croyances de l'époque, le parfum qui est dégagé par le laurier pénétrait alors par le nez et il pouvait chasser les mauvais esprits à l'origine du mal de tête. Après, il y avait aussi d'autres végétaux qu'on pouvait utiliser, comme le cyprès, le crocus ou même la sauge, afin d'endormir plus paisiblement les buveurs pour les forcer à se reposer. Et par la suite, les couronnes de fleurs ont été de plus en plus utilisées juste pour décorer. Parce que, avec le temps, les Égyptiens trouvaient pas ça hyper efficace non plus. Festin préhistorique. Alors, s'il faut remonter à l'aube de toutes les fêtes de l'histoire, eh bien, les plus anciennes auraient eu lieu il y a à peu près 11 000 ans. Et là, vous allez dire, mais comment tu sais ça? Eh bien, tout simplement parce qu'on a trouvé récemment des restes d'un gigantesque festin, une grosse teuf, quoi, sur une montagne des monts Zagros en Iran. En fait, plus précisément, des archéologues ont découvert les crânes de 19 cochons sauvages, mais aussi des os d'ours bruns et même de cerfs. Et le tout était placé au centre des ruines d'un grand bâtiment en forme de cercle. Et il se trouve que ce bâtiment, il datait justement d'il y a environ 11 000 ans. Mais le plus surprenant, en fait, c'est ce que les chercheurs ils ont découvert en analysant les os des cochons sauvages. En fait, ils ont réussi à voir que tous les cochons qui avaient fini là-dedans, ils n'avaient pas tous le même régime alimentaire, ni même les mêmes saisons de naissance. Concrètement, traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils appartenaient pas au même troupeau et ils n'avaient pas été chassés non plus au même niveau où ils ont été trouvés. En fait, certains provenaient d'une région située à près de 70 km de là. Et 70 km, surtout il y a 11 000 ans, c'est très très loin, c'est très compliqué. Et en plus de ça, on estime qu'il y avait environ 700 kg de viande qui ont été utilisés pour cet énorme festin. Du coup, en fait, c'est tout simplement largement plus que la population des villages préhistoriques retrouvés dans le coin. En fait, avec une telle quantité de bouffe, 700 kg de viande, il était possible de nourrir environ 1200 personnes. Donc, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais ce repas immense a dû être organisé pour une très grosse fête religieuse qui a attiré énormément de gens à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Et ce qui en fait peut-être la plus grosse fiesta préhistorique qu'on connaît. Et bien voilà, notre voyage à travers l'histoire est presque terminé. J'espère que ça vous aura donné des bons souvenirs de soirée ou que ça vous en créera d'autres. D'ailleurs, si vous avez connu des trucs mémorables, dites-le moi en commentaire. Alors, des trucs plutôt festifs, on est d'accord. Mais avant, pour terminer, il faut que je vous parle des bed parties aux États-Unis. En fait, c'est une fête pour célébrer l'admission des futurs étudiants à l'université. Et en fait, pendant ces fêtes, les parents décorent la chambre, mais surtout le lit de leurs enfants, parfois en dépensant des milliers de dollars. Et le but, c'est ensuite d'inviter des amis pour qu'ils découvrent l'université où leur enfant a été admis. C'est un peu comme ce que je disais un petit peu au début avec le gender reveal, mais là, un peu plus vieux. Alors, je ne sais pas, peut-être que ces étudiants seront admis, certains d'entre eux en tout cas, à l'université du rêve, qui est tout simplement au cœur de la saga Noisuli qui sortira prochainement. On ne sait pas, peut-être. En attendant, merci d'avoir vu la vidéo, je vous dis à bientôt et je vous dis, faites de beaux rêves. Bye.